Que les visios seront, tout ce qu'on voit là sera disponible en replay à partir de demain, normalement pour vous tous. Si jamais vous avez loupé une slide ou une phrase qui vous intéressait, vous pourrez la revisionner. À présent, nous allons passer donc à la phase table ronde RE 2020, futurs labels et nouvelles donnes anti-crise. Et donc pour cela, je vais appeler à me rejoindre sur scène Monsieur Nicolas Caillot, responsable du département énergie et bas carbone à l'Union sociale pour l'habitat. Franck Hovorka, directeur technique et de l'innovation à la Fédération des promoteurs immobiliers. Christophe Boucaud, délégué général du pôle habitat de la Fédération française du bâtiment. Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable. Et enfin, Cyril Trétou, architecte urbaniste à l'agence ANMA. Bonjour messieurs. Alors, sur le logement, j'ai souhaité faire ressortir 3 problématiques d'actualité sur lesquelles on va pouvoir échanger, 3 axes. Donc, il y a évidemment la crise environnementale, je ne vais pas insister là-dessus, on a eu des exemples malheureusement très concrets récemment. Et la réponse à la crise environnementale, c'est la réglementation environnementale 2020. De la même manière, je ne vais pas insister puisqu'on vient d'avoir une présentation très complète là-dessus. Il y a aussi les difficultés économiques liées au trou d'air du 9, en 2020, notamment au premier confinement où il y a eu un vrai blocage. Ce à quoi le gouvernement a répondu par la mise en place d'une commission autour de François Rebsamen donc pour relancer la construction neuve. Donc c'est aussi un sujet important du moment. Le troisième sujet important, me semble-t-il, c'est tout ce qui est lié à la qualité d'usage. On vient d'avoir un retour d'expérience qui en fait état. Ne pas oublier ce sujet-là. Il y a un référentiel qualité des logements qui a été demandé par le ministère à l'architecte François Leclerc et à Laurent Girometti, donc, qui est le directeur général d'EPA-Marne. Ce référentiel qualité logement est présenté d'ailleurs demain. Il pourra être assez important, il sera important, mais il sera d'autant plus important qu'il pourra être lié au dispositif Pinel. Alors pas tout de suite, la ministre a dit 2023-2024. C'est-à-dire qu'on pourra conditionner le Pinel à taux plein en respectant des critères de qualité logement. Donc ce n'est pas anodin, à mon avis. Donc voilà les 3 points qui me paraissent intéressants. On va peut-être commencer par la RE 2020, puisqu'elle entre en vigueur dans 4 mois en logement. Et donc je vais me tourner tout d'abord vers Franck Hovorka, de la Fédération des promoteurs immobiliers, avec une question simple. Est-ce que les professionnels sont prêts, selon vous, sur le terrain pour cette réglementation? Absolument pas. Bon. Soyons clairs. Hormis les quelques experts qui ont mis au point cette réglementation et qui ont travaillé, les experts qui sont dans cette salle, on est loin de la connaissance, de la formation, des connaissances, des ordres de grandeur des acteurs en France pour mettre en place cette réglementation. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons travaillé tous ensemble avec la DHUP et le ministère sur la mise en place de seuils progressifs, de manière à ce que la formation puisse se faire, que l'information puisse aller vers les maîtres d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, architectes, ingénierie, parce qu'on ne calcule pas du carbone de la même manière que l'on fait du calcul thermique. Je crois que Nathalie Chang l'a bien expliqué tout à l'heure. Donc il va falloir absorber cette nouvelle dimension qu'est le poids carbone, sachant que la difficulté du poids carbone, c'est quelque chose qui ne se mesure pas. C'est donc un calcul conventionnel qu'il faut mettre en œuvre avec ses incertitudes, avec ses périmètres, ses complexités de calcul. Et donc, ça veut dire former les gens à des standards, à des modes de calcul partagés, à une compréhension des ordres de grandeur également, et une compréhension de ce sur quoi il est nécessaire d'agir. Et c'est un des enjeux qu'on a tous ensemble dans la maîtrise d'ouvrage. Nicolas en parlera, je pense, avec l'école bas carbone. C'est comment on forme tout le monde à la compréhension de ces enjeux carbone qui viennent se superposer à un nouvel indicateur sur le confort d'été. Donc là aussi, un enjeu très fort de confort, qui viennent se superposer aussi à quelque chose qu'il ne faut pas oublier. L'ARE 2020 n'est qu'un calcul conventionnel et en aucun cas un calcul de conception. Parce que de la même manière que c'était le cas, c'est le même moteur de calcul que l'RT 2012, donc ne nous l'aurons pas. Il y a un écart entre la réalité et le calcul conventionnel. Donc l'enjeu pour l'ensemble des acteurs, c'est de ne pas confondre la carte et le territoire et d'être capable de répondre aux contraintes de calcul conventionnel, mais surtout de se préoccuper de la réalité des contraintes climatiques territoriales, d'être capable de traiter tous les aspects d'effet d'îlot de chaleur en milieu urbain dense
qui n'est pas traité dans la réglementation, d'être capable de travailler sur la consommation globale avec tous les aspects qui ne sont pas traités dans la réglementation, des usages spécifiques, de tout ce qui est utilisé dans le bâtiment, de l'électromobilité, j'en passe, et des meilleurs. Donc l'enjeu, il est double en termes de formation et d'information. C'est être capable d'intégrer les contraintes d'un calcul conventionnel, mais surtout de sortir de la carte conventionnelle qu'on nous présente pour aller vers la réalité des territoires et être capable d'agir réellement sur la performance d'un ouvrage, tant en termes de consommation énergétique que d'émissions de gaz à effet de serre, que d'adéquation entre l'attente des utilisateurs, l'attente des usagers sur place dans leurs immeubles et le bâtiment qu'on va livrer. Christophe Boucaud, donc vous êtes délégué général, excusez-moi, directeur général. Pardon, du pôle habitat de la Fédération du bâtiment. Vous insistez, vous, sur l'aspect, il y a plusieurs contraintes dans cette nouvelle réglementation qui peuvent parfois être contradictoires l'une avec l'autre, par exemple confort d'été par rapport à décarbonation. Donc est-ce que, voilà, et est-ce que vous êtes d'accord avec votre confrère sur la préparation des acteurs? Bonjour. Franck a quasiment tout dit, donc je ne sais pas ce que je vais pouvoir ajouter. C'est la qualité de notre travail tous ensemble, y compris avec la maîtrise d'œuvre, grâce au travail collaboratif avec la DHUP, c'est ça? Non, la réforme, elle reste considérable. On y a beaucoup travaillé, bien évidemment, pendant toute la phase de concertation. Elle reste considérable parce que ce qu'on avait pu acquérir, on va dire, comme compétences ou courbe d'expérience avec E+, C-, beaucoup de choses ont pu être conservées, mais d'autres ont été considérablement modifiées et bouleversées. Donc ça oblige bien évidemment à revenir vers nos adhérents, vers les entreprises, vers les équipes, autour de nouveaux ingrédients, autour d'une réglementation qui a, et ça a été rappelé tout à l'heure par Emmanuel et Nathalie, ouvert d'autres champs totalement nouveaux. Donc on a cette difficulté, bien évidemment, cette difficulté d'aller dans toute la profondeur de la filière, hein, de la maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, bureau d'études, entreprises et les industriels. Ça a été également dit, mais les industriels ont un rôle très très important pour mettre à disposition des produits à la fois performants, mais aussi décarbonés, pour faciliter finalement la conception et la réalisation d'ouvrages conformes à la réglementation environnementale 2020. La réforme, elle est considérable techniquement. Franck en a déjà beaucoup parlé. Elle l'est aussi économiquement, bien naturellement. Je rappelle qu'on est aussi en ce moment dans un contexte particulièrement complexe au niveau des matériaux de construction, avec des hausses de prix très importantes, des ruptures d'approvisionnement pour d'autres. Donc on est dans un moment sur l'offre de logements neufs compliqué. On pourra sûrement y revenir. Et puis je terminerai le propos pour juste rappeler que, et c'est aussi une des grandes complexités qui va devoir être relevée par nos adhérents et donc les constructeurs, les promoteurs, c'est qu'un ouvrage, un bâtiment, un logement, c'est complexe. C'est quelque chose qui interagit, avec beaucoup de dimensions qui interagissent. La réglementation introduit des ingrédients qui doivent interagir entre eux, avec, et vous l'avez dit, le confort d'été impose des éléments qui eux-mêmes peuvent gréver la dimension du carbone, donc avec des compensations à trouver par ailleurs. Mais c'est un objet complexe, un objet vivant, un bâtiment. Et donc on ne peut pas non plus se limiter. Et c'est là où l'exemple de tout à l'heure est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'ajouter des technologies pour répondre à un calcul conventionnel, au risque d'avoir des dysfonctionnements importants, au risque que la qualité d'usage ne soit pas en rendez-vous, au risque que finalement que le bâtiment ne tienne pas ses promesses. Parce que la réglementation environnementale 2020, c'est une promesse faite aux acquéreurs de logements d'un habitat performant, confortable, sain, et environnementalement vertueux. Donc on a, en ce qui nous concerne, maître d'ouvrage, aussi à tenir cette promesse et être au rendez-vous finalement de ce qu'attendent les acquéreurs de logements, c'est-à-dire des logements de l'époque dans laquelle on est, mais qui répondent à des performances, mais aussi à une qualité d'usage.
Nicolas Caillot, du côté de l'Union sociale pour l'habitat, vous avez lancé l'an dernier une école de la construction bas carbone et j'imagine évidemment que c'est pour préparer les professionnels. Est-ce que vous pourriez un petit peu nous en parler, nous dire comment vous vous préparez à cette réglementation? Alors, effectivement, on a lancé l'école de la maîtrise d'ouvrage bas carbone. On n'a pas attendu la sortie des textes pour le faire. On l'a initié en fin d'année dernière. Et cette école, elle a vocation à faire quoi? À accompagner les maîtres d'ouvrage à prendre ce virage qui est important. Et on l'a rappelé tout à l'heure. On change un certain nombre de dimensions avec cette nouvelle réglementation environnementale. Et il faut s'acculturer, notamment au carbone, aux nouveaux indicateurs de confort d'été. Et donc, il semblait nécessaire de pouvoir avoir un outil qui permette à nos adhérents de monter en compétence sur ces sujets-là. Et quand je dis nos adhérents, finalement, ce n'est pas que nos adhérents, c'est l'ensemble de la chaîne d'acteurs, parce qu'on travaille tous main dans la main dans cette histoire-là. On vient révolutionner la manière de construire les bâtiments, au lendemain de la sortie des textes, au lendemain des tables rondes d'experts pour définir quelles conventions on va mettre en place pour calculer le carbone dans le bâtiment, il faut mettre tout le monde à l'œuvre pour essayer de faire en sorte dès demain, des bâtiments qui intègrent cette dimension. Alors dans cette école, on a prévu des dispositifs divers. Les premiers sont des outils observatoires, parce qu'on le sait très bien. Aujourd'hui, on change les conventions. On se met à calculer différemment la performance environnementale d'un bâtiment. On passe d'une logique énergie et on vient la compléter avec une logique carbone. Il va falloir observer ce qu'on a pu construire. Les observatoires qu'on a mis en place, l'observatoire bas carbone, on n'a pas réinventé la poudre, on a réutilisé les données de l'expérimentation plus c'est moins et on vient le remettre et le retransposer avec les derniers indicateurs qui sont sortis dans le cadre de la RE 2020. Mais ça doit permettre de donner aux maîtres d'ouvrage, de donner à l'ensemble de la chaîne d'acteurs des ordres de grandeur pour pouvoir se repérer. On a un autre observatoire qui est orienté matériaux, mais là c'est pareil. Avoir les bons ordres de grandeur carbone des différents matériaux, savoir quelle est la maturité, quels sont les matériaux bas carbone disponibles et de regarder le couple carbone-coût pour être sûr de demain construire des bâtiments le plus bas carbone possible mais à coût maîtrisé. Ça, c'est un enjeu aussi assez fort. Donc ça, ces dispositifs, je dirais observatoires, sont le premier volet de cette école bas carbone. Ensuite va venir un certain nombre d'études, de rapports d'études, de briefs filières qui vont permettre d'aller creuser des sujets sur le bas carbone pour savoir et pour venir éclairer un nombre le plus important possible de maîtres d'ouvrage sur le sujet. Et on a un troisième volet qui est extrêmement important, qui est lié à la montée en compétence des professionnels sur le sujet. On ne peut pas prendre le virage du bas carbone sans avoir des dispositifs de formation ad hoc qui va nous permettre de prendre le virage. Là, il faut bien avoir conscience qu'on sort d'échanges qui ont duré pendant plusieurs années, avec l'expérimentation plus c'est moins, la construction de la RE 2020. L'ensemble de ces échanges ont plutôt été faits avec un public expert. Demain, on doit démocratiser le sujet du carbone. Et comment est-ce qu'on fait en sorte que tout le monde prenne ce virage et intègre ces dimensions-là? C'est l'objet de l'école. Je vous remercie. Je rappelle aussi un point important qui a été dit par Emmanuel Ecardi tout à l'heure. Il y aura une clause de revoyure dans cette RE 2020, ce qui pourra permettre de faire le point avec l'ensemble des acteurs régulièrement durant l'application de ce texte. Cyril Trétou, je vais me tourner à présent vers vous. Donc, vous êtes architecte urbaniste chez ANMA. Qu'est-ce que vous attendez de cette réglementation environnementale? De quelle manière les architectes vont devoir s'adapter aussi à cette construction bas carbone? Bonne question. Moi, je suis de la génération qui a vécu la RT 2002, 2000, 2005, 2012.
Ça fait 20 ans qu'on est dans cette révolution environnementale et ça a été l'occasion, avec tous nos partenaires, d'innover. Et je pense que la RE 2020, c'est une opportunité pour les architectes de continuer à innover, de continuer à inventer. On sait que la question du contrôle solaire, c'est aussi une question d'architecture. Ce n'est pas qu'une question technique. Et je crois qu'il faut pousser nos confrères à inventer. Il y a une génération qui arrive, qui a baigné là-dedans et qui doit clairement inventer des formes architecturales qui correspondent aussi à cette façon de faire autrement. On a passé ces 20 dernières années avec nos partenaires à essayer de rentrer dans les réglementations successives en étant toujours dans la même logique de construire de la même façon. Il faut arrêter. Il faut construire différemment, autrement. Nous faisons toujours les mêmes détails depuis 20 ans. Donc, je crois que ce qui est extrêmement important, c'est que faites-nous confiance, la maîtrise d'œuvre pour vous accompagner, les acteurs de l'immobilier, les acteurs de la construction, pour inventer des choses. 3 alertes. La première, c'est que, ça a été dit par Nathalie tout à l'heure, ça l'a été redit tout à l'heure, c'est de plus en plus complexe aujourd'hui faire un bâtiment. On a besoin de temps. Les maîtres d'ouvrage publics et privés doivent donner du temps à la conception. C'est de l'argent. Et oui. Deuxième alerte très importante, c'est la question de la prise en compte de ce label dans une dimension beaucoup plus importante que celle du bâtiment. Nous avons la chance dans l'agence d'être urbanistes, de se confronter à une dimension qui n'est pas que celle du bâtiment. Comment la RE 2020, le label, peut aussi interroger la question de l'urbain, du foncier, du périmètre de construction. Dernier point important, comme je l'ai dit, on a passé ces 20 dernières années avec des réglementations successives. Par contre, il y a une constante, c'est que les logements se sont réduits, les surfaces de vitrage se sont réduites, les espaces extérieurs se sont réduits. Grâce à la pandémie, grâce à ce confinement, on est en train de changer là aussi la façon d'habiter des usages. Donc, qu'est-ce qui fait que dans cette RE 2020, dans ce label, on ne parle pas que de technique, on ne parle pas que d'énergie, que de carbone, mais on parle avant tout ce que les Français attendent, un usage différent, une haute qualité d'usage. Eh bien, écoutez, merci pour cette transition absolument parfaite. Pour passer la parole à Philippe Pelletier, donc vous êtes président du plan bâtiment durable. Donc, c'est l'instance qui a été chargée par le gouvernement de travailler sur ce label qui doit sortir, si je ne m'abuse, courant 2022. Est-ce que vous pourriez nous faire un point d'étape? Alors, c'est en concertation, bien sûr, avec tous les acteurs de la construction. Est-ce que vous pourriez nous faire un point d'étape sur les travaux, s'il vous plaît? Oui, je vais le faire, mais je voudrais, même si vous ne me le demandez pas, je voudrais dire un mot sur ce qu'on vient d'entendre. Bien sûr. Pour dire 2 choses simples, qui sont mes convictions. La première, c'est qu'on n'a vraiment pas le choix de s'engager dans cette réglementation environnementale. Et la deuxième chose, c'est qu'on va vraiment réussir. Et moi, je n'ai pas de doute et je voudrais qu'on ressorte avec une autre tonalité. Pourquoi on n'a pas le choix? Pas besoin de faire de grandes descriptions sur le fait qu'il est essentiel que dans les 30 ans qui nous séparent de 2050, à raison de 1% par an de flux supplémentaires de logements, on est donc un tiers de nos logements qui, enfin, répondent aux exigences qu'on s'est collectivement fixées dans la foulée du Grenelle. Et puis, on n'a pas le choix, comme Cyril vient de le dire, parce que on a fabriqué des logements qui deviennent de plus en plus difficiles à vivre à partir du moment où on passe de plus en plus de temps dans le logement, y compris pour y travailler. Et puis, pas besoin de décrire la difficulté du réchauffement climatique en été, qui fait que si on veut conserver en vie les personnes âgées, il faut résolument s'attaquer au confort d'été. Et on va réussir. Alors, une seule observation, moi je suis très frappé par la qualité de la tonalité de ce qu'on vient d'entendre par rapport à ce qu'il y a 10 ans, j'entendais sur les mêmes tribunes à propos de la RT 2012. Ou alors ils ont changé, ce ne sont plus les mêmes, ils sont devenus raisonnables. Ou alors ils ont compris qu'il fallait arrêter de crier au loup.
Parce que il y a 10 ans, c'était vous êtes fous, on n'y arrivera jamais à faire 3 fois mieux d'isolation par rapport à la RT 2005. Vous êtes fous, ça va coûter 30% plus cher. Bon, c'était un discours que l'expérience a révélé comme caricatural, qui habitait nos pensées. On démarre ici avec une tonalité qui est supérieure, qui est bien plus tournée vers la réussite du projet. Et moi, je pense qu'avec les difficultés qui ont été justement exposées, difficultés pour les maîtres d'ouvrage, difficultés pour les entreprises, difficultés pour transformer l'ensemble de la maîtrise d'œuvre et lui faire jouer son rôle, on va y arriver parce que ce projet a été concerté, ce projet il sera évolutif dans la durée, d'abord parce qu'il prévoit lui-même ses évolutions et que les clauses de rendez-vous qu'il instaure vont permettre d'ajuster le tir. Retenez qu'il y a eu une concertation extraordinairement vivante, comme Nicolas le disait tout à l'heure, qui a permis d'élaborer ce projet. Alors le label, qu'est-ce qui vient ajouter à cela? De manière extrêmement simple, l'idée c'est de dire nous avons une réglementation qui, comme il a été montré tout à l'heure, a 3 critères, l'énergie, le carbone, le confort d'été. Un bâtiment, c'est autre chose que cela. Il y a une plénitude de critères qu'il faut chercher à traire dans la conception du bâtiment, qui touche à la fois au bien-être des gens, à l'insertion du bâtiment dans son environnement territorial, au lien entre le bâtiment et les autres ensembles environnants par le jeu des réseaux, à la place que la biodiversité va prendre, aux soins qu'on aura d'insérer l'économie circulaire. Et tout cela, ça va progressivement, avec des petites marches qui augmenteront dans la durée, prendre place autour de la réglementation environnementale. Donc on est sur quelque chose qui, là aussi, est dans une concertation qui va s'amplifier. Les professionnels vont évidemment dire leurs mots. Les associations porteuses de labels sont dans la boucle de la préparation de ce label. Et l'idée, c'est en somme d'élargir le spectre pour avoir un bâtiment vraiment inscrit dans son environnement. C'est ça l'idée du label. Et on a du temps, on n'est pas bousculé pour le faire. Et c'est comme ça que les choses se passeront bien. Très bien. Franck Hovorka, donc de la Fédération des promoteurs immobiliers, est-ce que vous souhaitez réagir sur ce label? Qu'est-ce que vous en attendez? Qu'est-ce que les professionnels en attendent? Est-ce qu'ils n'en attendent pas aussi peut-être? Écoutez, je serais heureux que l'ensemble des acteurs s'emparent du label, comme Philippe vient de le décrire, avec une approche de compréhension de la complexité et des ordres de grandeur et des impacts réels sur le territoire. Malheureusement, et je le constate encore avec le discours sur l'architecture, il y a une tendance à la radicalisation, au simplisme. Vous parliez des bâtiments qui sont trop petits, ces architectes qui les dessinent et dont ils en déposent des permis de construire. Je ne pense pas qu'on vous ait mis un fusil sur la tempe pour dessiner des bâtiments comme cela. Et je crois qu'on a plutôt un travail à faire tous ensemble. Je vous provoque volontairement parce que ça devient pénible, cette petite musique. D'autant plus que le sujet que nous avons à traiter ensemble, il est systémique. C'est-à-dire si on en est arrivé là tous ensemble, ne nous trompons pas. Il y a un acteur qui manque dans la salle. C'est Bercy. Si on en est là, c'est parce qu'il y a des règles très contraignantes de réglementation indirecte qui s'appellent la fiscalité, qui s'appellent les règles d'attribution de logements dans le social. Parce que je vous rappelle qu'on fait ces logements aussi pour les vendre à nos collègues du logement social. Donc on n'est pas des grands malades qui nous amusons à faire des trucs dans lesquels nos usagers ne pourront pas vivre. Revenons sur Terre, le système est extrêmement complexe. Il y a une réglementation indirecte qui est celle de Bercy avec toute la fiscalité qui va autour, depuis la TVA jusqu'à toutes les règles d'attribution. Je vous rappelle quand même que le logement en France, c'est 40% de fiscalité. Juste au passage. Deuxième sujet sur les labels. Ce que je crains terriblement, et ce que nous craignons tous, c'est le simplisme.
Vous mettez sur la table un label, qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est pratique, on va demander à tout le monde de faire tout de suite les seuils 2025 ou 2028 de l'ARE, sans se préoccuper de savoir pourquoi on a fait une progressivité des seuils. Et si on l'a fait, cette progressivité des seuils, c'est justement pour se donner les moyens avec l'ensemble des acteurs de monter en compétence, de changer nos évolutions et nos modes constructifs, d'intégrer aussi le retour d'expérience sur les coûts. Parce que si on n'a pas crié au loup, comme le disait très bien Philippe, c'est parce qu'on a ensemble, tous les acteurs de la place, travaillé sur une progressivité qui permet d'absorber les changements constructifs et les changements de coûts. Si vous nous mettez tout de suite les seuils de 2025 ou 2028, il est clair qu'il y aura un impact beaucoup plus élevé sur les changements de mode constructif et donc les coûts qui vont avec. Les seuils 2025, c'est l'exclusion immédiate de certains systèmes énergétiques ou constructifs. Donc c'est pour ça qu'on a mis ces seuils. Donc n'allons pas confondre vitesse et précipitation. L'important, comme le disait très bien Philippe, c'est aussi d'agir sur d'autres vecteurs. Et je reviens sur ce que je disais en préambule. Ne croyons pas que nous allons changer le monde et avoir un impact sur le changement climatique avec l'immobilier neuf. L'immobilier neuf n'est que 1% par an de notre consommation énergétique. La consommation énergétique finale du secteur résidentiel, depuis 40 ans, c'est entre 450 et 530 TWh par an, tout compris. C'est-à-dire l'usage des bâtiments et tout ce qui est branché dans les immeubles. Ça n'a pas changé. La seule chose qu'on a réussi à faire très bien depuis 40 ans, c'est faire en sorte qu'on absorbe le neuf et que la consommation n'augmente pas. Aujourd'hui, l'enjeu que nous avons, et je pense que nos collègues qui sont au premier étage vont avoir là la plus grosse partie du travail, c'est réduire la consommation dans le stock. Alors évidemment, il faut que le neuf soit le leader, l'effet d'entraînement, fasse la démonstration d'un certain nombre de systèmes, mais il faut aussi que le neuf, dans son intégration territoriale, soit le vecteur qui permette de connecter l'immeuble sur son territoire, de limiter les appels de puissance électrique, ce dont on ne parle absolument pas, alors que nous savons que dans la PPE, la prochaine politique pluriannuelle de l'énergie, il va falloir traiter du sujet de la production d'énergie. On ne traite pas de ces sujets-là. Nous sommes aussi dans un environnement européen, je le rappelle, avec une directive sur la performance des bâtiments, la directive énergétique qui va être en cours de modification. C'est aussi des sujets sur lesquels il nous semble important de tenir compte de l'impact de l'Europe. Et je reviens sur le carbone. Nous avons en France choisi une méthode spécifique de calcul carbone qui n'est pas celle qui est choisie par d'autres pays européens. Comment on se classe, et ça va être un des enjeux pour nous, parce que je vous rappelle qu'on a des investisseurs privés, on a aussi des banques, et il va falloir qu'on explique à nos banquiers comment le calcul carbone français se place dans un environnement de normalisation européenne et dans le cadre de la taxonomie européenne. Merci. Je vais repasser la parole à Cyril Trétou. Une réponse très rapide. Rassurez, monsieur, sur la question de la taille et de l'effet aujourd'hui de réduction du confort des habitats qu'on construit. C'est effectivement, et vous avez raison, je suis complètement d'accord avec vous, c'est absolument un acte collectif que nous avons réalisé. On ne pointe personne. Le coût aujourd'hui du logement, il est dû à différentes entrées. Vous avez parlé de fiscalité, on a des TVA qui sont appliqués. On a des endroits en Europe qui fonctionnent différemment. On a des coûts de construction. Il y a effectivement tout un ensemble. Et c'est ça qui est aussi important. C'est que le Français, il n'a pas plus d'argent demain dans la poche pour s'acheter un logement en France. Donc, comment on fait collectivement? Comment on répond à cette exigence? Il n'y a même pas d'alternative. 1% de logements neufs par an. Plus de la moitié de ces logements, c'est des maisons individuelles. C'est une question. 55% de ces constructions neuves sont des maisons individuelles. Donc c'est une première question. La seconde, c'est comment on fait, puisqu'on le disait, dans 30 ans, ça représente plus de 30%. Donc on doit être extrêmement vertueux dans cette construction neuve. Mais vous avez raison, on ne pointe personne, c'est collectivement qui nous permettrait d'aller vers quelque chose où c'est un constat, ce n'est pas une attaque, c'est un constat. Nous faisons aujourd'hui des logements qui sont moins qualitatifs, et on réalise ça collectivement, y compris moi.
Avant de passer la parole à Christophe Boucaud, je souhaitais juste redonner la parole à Monsieur Pelletier sur un point précis. Est-ce qu'il est possible que ce label, ça a été évoqué par Monsieur Avorka, se traduise notamment par comment dire, la prise en compte précoce des objectifs 2025-2028 en carbone, notamment? Est-ce que c'est une piste qui est étudiée ou est-ce qu'on ne va pas vers ça? Alors, je vais répondre simplement. Au moment du lancement de la concertation, c'était une idée qui était forte. Au moment où nous sommes aujourd'hui, c'est une idée qui, à mon avis, est devenue mineure. Le vrai sujet étant celui que Franck a fort bien résumé, qui est d'ouvrir le champ des autres critères qui font que le bâtiment a la dimension environnementale qu'on souhaite lui donner. Merci Philippe, et c'est un enjeu pour les collectivités locales, dans les chartes qui nous sont souvent imposées. Et aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de gens vont vers le simplisme plutôt que vers le traitement de sujets systémiques, et je suis ravi que nous soyons tous d'accord. Oui, mais il faut être ravi, mais il faut être en capacité d'interroger cette question du coût. On va faire parler aussi les autres intervenants, s'il vous plaît. Monsieur Boucaud, alors je ne sais pas si Monsieur Avorka a tout dit cette fois-ci. En tout cas, vous pouvez réagir à la présentation du label qui a été faite et rebondir, si vous le souhaitez aussi, sur des points. Est-ce que vous voyez des domaines dans lesquels ce label pourrait apporter quelque chose, justement, au-delà de cette RE 2020? Il y en a beaucoup, enfin, certains ont été évoqués. La question du label, on a beaucoup travaillé avec Philippe Pelletier, on va encore beaucoup travailler sur l'année qui vient. Elle s'inscrit finalement dans un paysage déjà bien garni, bien fourni en label. Et par là, c'est que une des premières points de vigilance, c'est que tout ça forme système, qu'on ait au moins une cohérence d'ensemble dans ce qui se rajoute finalement à la réglementation et ce qui est utilisé par bon nombre de collectivités. Franck en a parlé sur ce qu'on appelle des chartes locales où on va fixer des éco-conditionnalités d'un côté, de la surqualité de l'autre, de la sous-densité à un endroit. Et donc tout ça rend l'équation particulièrement compliquée. Au-delà de la fiscalité, ça tend le système. Donc on a déjà, et on l'a vu, une réforme d'envergure avec la réglementation environnementale 2020 qui est technique, très technique. On l'a vu ce matin. Et l'objet, c'est d'aller effectivement sur d'autres champs. Des champs qui font sûrement plus sens et plus compréhensibles vu des usagers. Si on parle de la gestion de l'eau, par exemple, si on parle d'embarquer de la biodiversité avec des toitures végétalisées ou autres, si on parle du traitement des îlots de chaleur, si on parle des mobilités demain ou des mobilités douces, enfin, des éléments qui ne sont, je dirais, pas directement visés par le moteur de calcul et le calcul conventionnel, parce que là, ce serait, et Philippe nous rassure sur ce point, déraisonnable de vouloir anticiper des échéances 2025-2027 sur les seuls calculs conventionnels, alors qu'on ne les a pas réellement expérimentés massivement, j'entends, pour aller dans des dimensions qui font plus sens aussi avec l'éco-environnemental de la période. Vous parliez, monsieur, de la maison individuelle. Oui, c'est un habitat aujourd'hui plébiscité par les Français. On observe aussi, parce qu'il faut parfois casser quelques idées reçues, mais sur des opérations d'aménager en habitat individuel, vous avez des densités de population supérieures à celles en collectif, par exemple. Donc, évitons les caricatures, vous l'avez dit. Les Français ont depuis 18 mois maintenant réitéré un envie de verdure, un envie d'accès aux espaces extérieurs. La maison neuve, aujourd'hui, elle est plébiscitée. Les chiffres de vente et de production de logements individuels sont euphoriques, très dynamiques. Dans le collectif, on ne vend plus aujourd'hui un appartement s'il n'y a pas un balcon ou une terrasse ou un accès à l'extérieur. Tout ça sont aussi des choses que les professionnels doivent intégrer. Et je pense que le label, vu de la RE 2020, vu de la volonté du gouvernement de tirer vers les enjeux environnementaux, doit se focaliser sur ce qui finalement
est contributif à une meilleure empreinte environnementale ou un meilleur confort environnemental du bâtiment, et tirer vers des sujets qui font sens et qui sont beaucoup plus intelligibles pour les ménages qu'un CEPNR ou un degré heure ou des choses qui parlent aux experts mais ne parlent pas finalement au kidam lambda, en tout cas au ménage qui va investir un logement qui soit en location ou qu'il en soit propriétaire. Monsieur Caillot, sur l'aspect aussi sur lequel vous pouvez insister, c'est notamment le logement abordable et les loyers abordables, évidemment, dans votre secteur, qui sont particulièrement importants. Comment on peut concilier toutes ces exigences, il y en a un paquet, on le voit, avec cette question du logement abordable? Ça va être un des enjeux forts, c'est-à-dire que moi, si je reviens à l'objet même des adhérents de l'USH, c'est d'accueillir des foyers revenus modestes. Donc, je dirais que les organismes, par nature, ils ont pour obligation de construire, de rénover et d'exploiter des bâtiments à coût maîtrisé. Et donc, la nouvelle équation qu'on met en œuvre aujourd'hui, elle doit permettre d'accueillir et de toujours accueillir les besoins croissants et le nombre de foyers qui sont à revenus modestes. Aujourd'hui, il reste 2 millions de personnes qui demandent un logement social. Et donc, il faut que ça rentre dans l'équation. Sinon, on construit moins. Sinon, on ne répond pas aux besoins sociétals qu'on va avoir sur ce sujet-là. Et donc, pour le coup, effectivement, on a énormément de sujets à traiter. Le challenge de la transition environnementale, il est énorme. Mais il doit se faire à coût maîtrisé. Il doit se faire... La transition environnementale, c'est un triptyque environnement, social, sociétal et économique. Et il faut arriver à trouver le bon équilibre entre ces trois piliers. Ça c'est fondamental. Donc ça, il va falloir aussi que le label qui sera mis en place ne vient pas ramener un surenchérissement des coûts de construction, un surenchérissement des coûts d'exploitation. Parce qu'on ne s'arrête pas à la réception du bâtiment. Le bâtiment, on l'exploite pendant plusieurs décennies. Et il faut faire en sorte que les foyers qui vivent dedans n'aient pas des charges qui soient trop importantes. Peut-être pour finir, moi je voudrais juste, il y a une image qui me vient à l'idée quand on parle du virage qu'on est en train de prendre. On parle beaucoup de matériaux avec le carbone. Concrètement, quand on regarde, aujourd'hui on change de braquet, on change de la manière dont on conçoit les bâtiments. Quand vous regardez la courbe d'élasticité d'un matériau, il y a 3 zones. Il y a une première zone qui est zone d'élasticité, où là, vous pouvez le déformer, vous pouvez jouer dessus, et globalement, il y a une possibilité de retour à l'état initial. Il y a une zone de déformation permanente. Une fois que vous avez passé ce point, entre la zone d'élasticité et la zone de déformation permanente, c'est plus difficile de revenir à l'état initial. Et puis après, il y a le point de rupture. Et une fois que vous avez passé le point de rupture, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et je dirais que cette zone de déformation permanente et de rupture, il faut faire attention dans les prochains mois, prochaines années, avec l'ensemble des mesures que l'on met en œuvre, de pouvoir se laisser la possibilité d'avancer, oui. Et au fil des retours d'expérience qu'on va avoir, de pouvoir avancer à petits pas et ne pas aller trop loin, trop vite, trop fort pour éviter d'atteindre ces points de rupture. D'accord. Monsieur Boucou, vous souhaitez réagir? Alors s'il vous plaît, rapidement, non, on arrive au bout de la table ronde. Très court, parce que je voyais le titre est Nouvelle donne anti-crise. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit Philippe Pelletier tout à l'heure sur les acteurs plus raisonnables. Je crois qu'on est
peut-être plus raisonnable, peut-être plus mature, mais aussi je pense on représente des professions qui ont bien compris finalement que la question environnementale, elle a pénétré la société, ce qui était moins vrai en 2012, et que, pour reprendre ce que dit Nicolas, on ne fera pas de retour en arrière. C'est-à-dire que cette question environnementale, elle fait aujourd'hui partie du paysage politique, du paysage sociétal. Tous les signaux montrent que c'est une dimension qui doit être intégrée par l'ensemble des acteurs, l'ensemble des industries, et l'industrie du bâtiment, elle n'échappe pas à la règle. Maintenant, comment est-ce que, dans un contexte où le mal logement est quand même toujours à nos portes, dans un contexte où on voit bien toutes les difficultés aujourd'hui à ouvrir de nouvelles opérations dans bon nombre de territoires. Il y a des exemples emblématiques de grandes métropoles, mais pas que dans les grandes métropoles. On a à résoudre, professionnels, les acteurs, l'ensemble de la chaîne, des collectivités, des élus jusqu'aux entreprises et aux exploitants. On a à résoudre à la fois la crise environnementale, en tout cas à contribuer à la résoudre, et puis à la fois la crise du logement, au sens aussi de la manière dont on peut réconcilier, on va dire, construction neuve et progrès. Je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on a un vrai challenge, et sûrement que les enjeux environnementaux vont nous permettre de pouvoir effectivement mieux démontrer la qualité de ce que l'on produit en neuf. C'est aussi de réconcilier les Français avec le logement, et avec le logement neuf en particulier dans bon nombre de territoires. Je forme le vœu que le label soit une réponse à cette crise-là, qui est la crise du logement telle qu'on peut la vivre depuis de nombreux mois aujourd'hui. Monsieur Pelletier, peut-être un mot de conclusion avant une séance de questions-réponses? Oui, un peu dans le sens de ce que Christophe vient de dire. Je pense que, pour retenir la deuxième ligne du titre de cette table ronde, on ne peut pas négliger le changement considérable qui est en train de se produire dans notre pays, qui est à la fois ce besoin de maisons individuelles qui reste extrêmement fort et que Christophe a évoqué, mais aussi cet aménagement du territoire qui se produit sous nos yeux à grande échelle, c'est-à-dire des métropoles un peu moins denses au profit de villes moyennes un peu plus vivantes. Et ce transfert de population qui avait commencé avant la crise sanitaire, qui s'est considérablement amplifié pendant la crise sanitaire, va guider la façon dont on va construire demain. Et peut-être que, dans quelques années, la façon de concevoir la réglementation environnementale sera différente, moins centralisée, moins unique, plus proche des territoires, chacun avec sa spécificité, parce que je crois que la revitalisation des villes moyennes va créer une autre façon de vivre et va donc appeler des bâtiments qui seront conformes aux traditions, aux habitudes, aux manières de vivre dans les territoires. Donc je pense qu'il faut qu'on ait bien en tête qu'il y a des évolutions très fortes qui vont peser sur l'acte de bâtir, qui sont dues à ces mouvements de population assez constants pour aller revivre dans des villes plus à dimension humaine que les grandes métropoles. Très bien, mais merci à vous cinq. Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants. Donc, nous disposons de 10 minutes de questions-réponses, donc n'hésitez pas si vous avez une question ou des questions. Il y a un micro qui vous sera donné. Oui. Oui, bonjour. Cette question s'adresse à Philippe Pelletier sur le calendrier d'élaboration du label. Là, vous avez parlé de phase de concertation. Quand est-ce qu'il va jaillir quand est-ce qu'il va être opérationnel? Il y a un mot arabe qui est boukra. Littéralement, boukra, ça veut dire demain. Et des gens qui savent le sens qu'il faut donner au terme
le traduisent par certainement pas aujourd'hui. Et quand on dit Boukra, Inch'Allah, alors, bon, c'est une manière de vous répondre qui est nous ne sommes pas enfermés dans des délais. Je pense qu'il est intelligent d'avoir posé la question de la conception du label en même temps que celle de l'entrée en vigueur de la réglementation environnementale. Maintenant, je sais que l'administration est très attachée à ce que la concertation autour de l'élaboration du label réussisse. Il faudra peut-être quelques mois, peut-être que dans le courant de l'année 2022, il y aura quelque chose qui sera prêt, peut-être qu'il faudra attendre un peu, je n'en sais rien, c'est la concertation qui le dira, mais retenez que c'est une démarche collective qui est engagée tout de suite et qui est là pour accompagner, donner du sens à la réglementation environnementale le moment venu. Y a-t-il d'autres questions? Oui, je vois une main, un bras qui se lève. Merci, Pierre Creveillet, Aldès. Je crois que Philippe Pelletier en a touché un petit mot en disant qu'il faut évidemment des logements qui soient plus vivables parce que l'on va évidemment y travailler, y passer beaucoup plus de temps que par le passé. On a parlé un petit peu de la crise sanitaire. Une question au maître d'ouvrage, comment vous voyez-vous l'évolution de la construction ou des exigences pour le logement au regard de la nécessité de garantir finalement un air le plus sain possible et qui puisse éviter cette problématique de crise sanitaire que l'on a vue à l'avenir. Merci. Je peux dire un mot. Ce qui est certain, c'est que l'ARE 2020 avec ses attestations et ses obligations de contrôle d'installation ne changera pas grand-chose, ce sera marginal. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où les taux de ventilation ne sont pas revus depuis la réglementation de 86 et qu'on a des taux de ventilation qui sont 2 à 3 fois inférieurs pour les mêmes êtres humains dans le logement que dans le bureau, on aura toujours un problème de fond. D'ailleurs, il y a des standards européens qui sont en cours de réflexion. On travaille avec le club ventilation dont vous faites partie sur ces sujets-là et il serait temps de prendre le sujet à bras-le-corps plutôt que de continuer à vivre sur des réglementations obsolètes qui n'ont malheureusement pas changé dans l'ARE 2020 et on a buté pendant tous les travaux sur l'ARE 2020 sur ces sujets-là, y compris encore aujourd'hui dans le tertiaire, puisqu'on s'aperçoit que les taux de ventilation du moteur de calcul sont 2 fois inférieurs à ce qui se fait d'habitude dans le tertiaire. Donc vous voyez qu'il y a un sujet de fond. Un être humain est le même où qu'il soit, qu'il dorme dans son lit, qu'il soit dans sa maison ou dans le bureau, il respire à peu près pareil. Et il a besoin à peu près des mêmes niveaux de performance en termes de qualité d'air. On a aujourd'hui des évolutions extrêmement intéressantes sur les capteurs. Vous avez nos collègues en Europe qui mettent en place des capteurs dans les écoles, qui travaillent sur la compréhension avec des proxys comme les capteurs de CO2 sur la qualité d'air globale et la diffusion des virus. Je vous renvoie vers les guides de l'Organisation mondiale de la santé qui a fait un guide en avril 2021 sur les niveaux de ventilation préconisés dans tous les milieux clos et qui date donc d'il y a quelques mois, qui fait l'objet d'un travail consensuel, y compris avec les ingénieurs climaticiens à travers le monde et les médecins. Donc on est sur un sujet qui progresse. Reste à nous en emparer pour, comme je le disais tout à l'heure, en ce moment, on a un sujet vraiment de fond qui est de reconnecter la carte et le territoire et faire que ce calcul conventionnel RE 2020, qui n'a qu'un rôle de contrôle et de comparaison des bâtiments entre eux, grâce aux observatoires, et Emmanuel Accardi l'a répété, on a un enjeu très très fort de cette mise en œuvre d'observatoires, de temps de revoyure, pour justement intégrer les évolutions de la qualité d'air intérieur dont vous parlez, dont il sera sujet, je pense, dans les prochaines sessions cet après-midi, parce que c'est le parent pauvre, très clairement, de notre réglementation aujourd'hui, parce que plus vous ventilez, plus vous consommez d'énergie et plus vous êtes pénalisé aujourd'hui. Donc il y a aussi des modulations à mettre en place. Le sujet est ouvert et je ne pense pas qu'il y ait de blocage de la part de l'administration sur ces sujets-là. Peut-être pour ajouter un petit mot, d'une manière générale, les maîtres d'ouvrage ont toujours
intégrer des problématiques de société. Et la crise qu'on a vécue ces 2 dernières années, enfin, on ne va pas échapper à intégrer effectivement ce qu'elle a fait émerger sur les besoins nouveaux ou complémentaires qu'on peut avoir dans les logements. Mais ça, je dirais, historiquement, ça a toujours été le cas et ce sera toujours le cas, je peux vous rassurer. Après, il y a une dimension opérationnelle qu'il va falloir intégrer, mettre en œuvre et le faire à coût maîtrisé, tout simplement. Non, enfin, il y a la qualité de l'air, c'est une donnée, la crise sanitaire l'a marqué avec force parce qu'on est resté très longtemps dans nos logements. Mais pour répondre plus largement à votre question, la question de la connectivité du logement, son accès au réseau, l'espace intérieur pour pouvoir télétravailler et habiter en même temps, gérer les cohabitations entre ce travail, les enfants et autres. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont devenues des marqueurs forts finalement en quelques mois, en accéléré. Ça a montré que on avait des formes d'habitat qui demain seront sûrement plus hybrides, plus mixtes, moins monofonctionnelles. Et donc ça met pour les maîtres d'ouvrage que nous sommes, pour les concepteurs qui nous accompagnent, d'autres schémas à intégrer en amont et qui vont sûrement accélérer des choses qu'on a vu se développer ces dernières années, hein, les tiers-lieux, les espaces partagés, enfin plein de choses qui qui relevaient un peu du domaine expérimental, vont à l'évidence se développer dans les mois et les années qui viennent d'une manière plus prononcée qu'elle ne l'aurait été sans cette période de crise sanitaire. Je pense qu'il faut qu'on ait en tête que la dimension sanitaire va prendre une place croissante dans la société et dans l'habitat en particulier. Que ce soit la qualité de l'air intérieur, que ce soit le confort d'été, voilà des sujets sur lesquels il est clair que nous avons collectivement dans la société et dans l'appareil qui nous gouverne une conscience aiguë aujourd'hui que ce sont des sujets nécessaires à traiter. Alors on le fait plus ou moins bien, plus ou moins vite, mais il faut avoir ça en tête. Et cela va devenir des sujets de grande importance quand on les met en lien avec les évolutions démographiques de notre pays, où on voit une courbe de vieillissement qui aura son asymptote entre 2035 et 2040, c'est-à-dire très vite, dans lequel une population de personnes très âgées vont devoir être logées, ce qui ne pourra pas se faire compte tenu des nombres de ces personnes dans des structures collectives adaptées. Donc ça veut dire que c'est le logement lui-même qui va devoir continuer à accueillir le plus longtemps possible des personnes de plus en plus âgées pendant ces 20 ans qui viennent. Et là aussi, nos logements doivent être construits pour y faire face et les logements existants doivent être rénovés pour s'adapter à cette donne. Donc moi je dis que la dimension sanitaire va être de plus en plus prégnante dans nos décisions collectives liées à l'habitat. C'est pour ça que la question de la qualité de l'air intérieur est une question tout à fait essentielle dont il faut accélérer le traitement. Très bien. Bon, on est un peu pris par le temps, on pourra continuer à discuter longtemps de ces sujets passionnants, mais bon, là, je suis obligé de conclure ces échanges. Merci encore à nos 5 intervenants. Vous pouvez les applaudir une nouvelle fois. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une autre salle juste au-dessus de nous sur la rénovation. Pour y accéder, il faut aller à l'escalier qui est tout à fait à gauche, je vous le dis parce qu'il est un petit peu caché. Par ailleurs, ici, la reprise, c'est à 11h30. Donc voilà, à tout à l'heure. Bonne continuation de salon.